Alors, quand on a proposé des noms, etc., moi j'ai tout de suite choisi Marc Blanchet parce que j'avais un excellent souvenir de la première fois où il était venu, il y a, je sais pas, j'étais pas née, 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Euh, voilà, j'avais été sensible au côté très baroque de sa poésie, et voilà. Et puis j'ai découvert un Marc Blanchet un peu différent. Bonjour. Un Marc Blanchet un peu différent. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que entre 2006 et 2020, il n'a rien publié en poésie. Il y a un grand trou de 15 ans. Voilà. Dont il ne s'explique nulle part. Je n'ai vu nulle part d'explication. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous dire, c'est une lecture très personnelle, hein, c'est moi, la façon que j'ai eu de le recevoir avec cet arrière-plan. Voilà. Alors, Marc Blanchet, il est né à Bourges en 1968 et il a passé son enfance dans un HLM, dans une famille cependant cultivée. Il s'est senti un peu décalé dans ce quartier par rapport à la socialité enfantine. Et donc, il s'est beaucoup retiré sur les livres, son identité. Donc, sa poésie est traversée par la quête de soi, la quête d'une forme d'incarnation. Voilà. Et il dit maintenant qu'il a l'enfance dans les doigts. Voilà, quand il écrit, l'enfance est toujours un peu derrière. Une série de petits boulots. Voilà, il vit actuellement à Tours. Il s'est défini comme écrivain, photographe et performeur, et c'est ça qu'il met en avant maintenant. Et puis chroniqueur. Trois citations que je voudrais vous livrer en guise d'introduction. Une citation de Marc Blanchet lui-même dans un essai un peu de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la poésie, qu'est-ce que c'est que la littérature, qui s'appelle Des amis secrets, où il dit: un poème est une main tendue autant qu'un couteau en partage, une façon de percer une chair nourrissante et d'en distribuer les parts. Et je trouve pour moi, je trouve ça très éclairant. C'est une main tendue. À la fois, il y a une espèce de volonté d'être lu. Pour lui, la poésie, l'écriture, c'est une façon d'entrer dans la communauté des humains. Il le dit à plusieurs reprises. Et en même temps, il y a quelque chose de très incisif. Et il manipule avec brio des formes d'ironie. Euh, voilà, il y a quelque chose qui perce. Euh, et de distribuer les parts, voilà, de distribuer les parts, voilà, cette volonté de partage voilà, dont l'issue me semble un peu incertaine. Un jugement de Germain Thomas dans un entretien qu'il avait mené en 2006 avec Marc Blanchet sur France Culture, et où il dit que Marc Blanchet essaye de trouver le moyen d'accepter le monde. Là aussi, j'ai trouvé ça très très juste, tout à fait conforme à la lecture que j'avais pu faire. Et puis, un texte qui me met en exergue du livre Pays de 1920, de, de 2020, excusez-moi. Et c'est une citation d'Elias Canetti, donc qui est en exergue du livre de Marc Blanchet. Les mots qu'on ne trouve pas en face de certains hommes ne nous viennent que plus tard, après les avoir quittés. Leur racine était dans la consternation où vous jetez la présence de l'autre. Sans elle, ils n'existeraient pas, mais leur caractère spécifique est de ne pouvoir être présent dans l'immédiat. Je crois que ce sont des mots violents, mais retardés, qui font le poète.
Voilà l'idée de l'esprit de l'escalier, mais d'être dans l'impossibilité d'assumer une présence, une coprésence avec les autres. Alors donc, une première période avec cette écriture un peu baroque, et je voulais vous dire juste quelques vers qui me semblent évocateurs de cette première période avant 2006. Donc, être la bête cornue, le vif, l'énoncé, planter en toute beauté l'objet frontal, lier jusqu'à mâcher sa bouche le dard à la semence, être la somme, plomb et or, brute extase, mille recommencements, perpétrer le rêve en outrageant celui d'autrui. Je brûle et m'éternise, brûle pâle, l'heure n'est pas au miracle ni à quelque vérité, du jardin je vois la terre nue menacée en miroir. J'entends cette quête de soi, cette terre noire en miroir, mais aussi être la bête cornue des images qui sont oui, violentes, et puis quelque chose qui est un peu, euh, comment dire, qui est perpétrer le rêve en outrageant celui d'autrui, quelque chose qui est dans la violence, quelque chose d'un peu sadomaso. Enfin, j'entends ça moi, dans ce perpétrer le rêve en outrageant celui d'autrui. Alors, dans les 15 ans, il fait entre autres un travail de photographie. Il se définit comme photographe. Alors, je voulais vous montrer quelques images. C'est un travail qu'il a fait quand il était en résidence. Ça, c'est tout récent. Quand il était en résidence, alors, je ne sais plus comment s'appelle ce patron, mais là où est enterré Ronsard pour le 400e anniversaire de Ronsard. Je ne sais plus si c'est la naissance flamand. Voilà. Et il y a quelque chose dans cette rose, bien sûr, qui évoque toutes les roses de Ronsard. Il y en allant voir si la rose qui ce matin t'avait éclose, etc. Mais il y a quelque chose d'un peu évanescent, d'un peu défait, d'un peu. Voilà. Tu nous en montres une autre? Allez, celle-ci? Oui, alors ça, c'est. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est la statue de Ronsard. Celle-ci, là, je l'ai. Mais on ne voit que la paupière tombante, hein, voilà, que la paupière tombante ici, voilà, la joue, Et le rire? et ben voilà. C'est ce qu'il photographie de la photo de la statue de Ronsard. Et puis peut-être si tu peux attraper le Pater. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci. Et ça, c'est. Alors, il intitule, souvent il n'y a pas de titre, mais là, ça s'appelle Walter Benjamin fuyant l'Allemagne nazie. Et on voit une silhouette, mais c'est très flou, c'est tout un travail sur le flou, l'évanescent, ce qui disparaît, voilà, qui est bien en phase avec ce qu'il écrit par ailleurs de la mise en retrait, une espèce de position comme ça. On a peut-être mal vu la première, tu veux qu'on la remontre? Non? Alors, la première, elle est. Oui, voilà. Elle est dans ce jeu de reflets, et cette femme qui passe, ça c'est passante 17, numéro 17. Voilà, je voulais vous montrer ces quelques images, puisque Marc Blanchet s'est défini d'abord comme photographe et performeur. Les textes qu'il écrit maintenant sont d'un lyrisme beaucoup moins furieux, mais beaucoup plus apaisé, mais toujours avec du renoncement, de l'ironie, un peu de tendresse aussi parfois, mais pas si souvent que ça. Je voulais d'abord, donc j'ai dégagé quelques figures, hein. Je voulais d'abord vous lire quelques poèmes autour de l'enfance, hein, puisqu'il dit qu'il a l'enfance au bout des doigts. Euh, mais alors, l'enfance,
quand la crainte est quotidienne et que les monstres nous laissent vivre sous leurs dents. Mais alors l'enfance, la chambre où se ruminent les révoltes, avec l'ailleurs, ce remède qui repousse l'obscurité et s'accorde aux assauts de l'imagination. Mais alors les mots, leur nudité, leur tranchant, l'ironie de leur mystère. Mais alors la faim qui renverse la table pleine, le miroir et l'œil qui brûlent dedans. Ça, c'est Horizon 111. Oui, juste un mot sur Horizon 111. C'est une écriture, comment dire, on n'arrive pas bien à définir qu'est-ce qu'il appelle Horizon. Ça change, ça varie. Mais c'est un livre de commande où le premier poème compte un mot, le deuxième deux mots, le troisième trois mots, et cela jusqu'à 111. Et après, on redescend. 111, 110, 109, 108, 107, etc. Voilà. Donc, et en même temps, ça n'est qu'un prétexte, en quelque sorte, hein. Il range des thèmes extrêmement variés dans il n'y a pas une unité thématique dans dans ce recueil. L'immeuble. La fenêtre de la chambre était traversée à l'horizontale d'une barre de renforcement sur laquelle je tentais de régler mon regard. Soit la tête se baissait et c'était la cour, des enfances jamais rejointes, soit mes yeux s'élevaient au-dessus et la ville s'évanouissait. Le ciel brillait de toutes ses nuits. Nous vivions haut pour que quelques sauts, j'apprivoisais ma vue pour ne pas faillir et vécu cette enfance jusqu'à en sortir. Les murs sont devenus l'espace, ils le nomment, le délimitent, redressent l'horizon pour le faire tenir droit. Ne reste plus qu'à édicter de nouveaux devoirs. Murs par-dessus les toits, murs auprès desquels tu avances entre reptation et bégaiement, murs fermés et pareil la voix à l'arrière du crâne. Consent à cette audace, devient la bouche par laquelle on parlera. Bah, cette idée que s'il y a traverse, il le traverse, il traverse son écriture. Il y a peu, ce regard d'enfant pour un rien sous trajet, fidèle à on ne sait quelle vérité princière, il y a peu. Cela a passé comme les morts sous les ponts ou le médicament dans les veines. C'est curieux, hein, cette image de l'enfance. À la fois, cette révolte, la vérité princière, et puis ça a passé comme le médicament dans les veines. Vous avez eu toute l'enfance pour réfléchir. Il est temps de donner une main à l'action, piétiner de soi la moindre résistance, de quoi entrer en chaque espace et d'être en plus salué. On peut dire une forme d'humour, mais qui est ténue. Voilà. Alors, je vous ai dit quelque chose enfin, il se vit beaucoup dans un espèce de retrait, dans être hors du monde et observer le monde voilà. Des années à me soustraire, être moins que le dernier, à rester au secret de la mer, ne pas gêner les ascensions en cours, s'avouer pure perte, se cacher derrière la forêt, ailleurs quand la table garnie. Ça, c'est tiré de Suite et Fin. Alors, quelque chose qui, pour moi, évoque une forme de déréliction assez grande. La terre est blanche et il y a toujours des chemins sans trace au-delà. Plus loin encore, une forêt. Aucune parole ne l'a encore nommée. La terre est blanche. Il y a toujours après elle une autre terre blanche. Aucun œil ne l'a regardée.
La terre est blanche. Il y a sûrement derrière moi le même espace gelé. Aucune mémoire n'a pu le sauver. Le fleuve déploie encore de vertes images. Les ponts enlacent sa procession, détournent au beau jour leurs regards de pierre des noyés qui passent. Dans la vie, un goût de pierre se fait connu de tous, tous sont mordus dedans. Un goût de pierre. La dent fendue tire la langue fendue prend le sang à témoin. Dehors est l'oxygène, de quoi oublier la paix, la plaie et cracher loin devant. Ou alors entrer dans la ville, enroué de bruit, s'asseoir, un café porté aux lèvres troque l'amertume contre de l'amertume. Je me tiens devant le livre ouvert de l'humanité, galop et cris d'hiver, je porte mes yeux au loin. Une quête identitaire et un jeu avec des faux semblants. Oserais-je parler du fruit devenu soi? Il vient à pourrir de n'être pas l'objet d'un partage, une saine dévoration où sa chair connaîtrait un peu d'humanité. Suis-je devenu à moitié gâté, tandis que je râle, ou suis-je jamais rassasié de n'être pas goûté? Où ma vérité, si les bouches demeurent closes? Où le mensonge, si rien n'est dévoilé? Qui ressemble à ce fruit sinon moi, et me ressemble sinon lui? Qui mangeait sinon lui? Qui flétrit sinon moi? On demeure enchaîné à l'erreur, se vêtant d'effets et d'intrigues, ce costume, admettons-le, a plus de tissu que de sang. La rage ne brille guère par sa nouveauté, et la parole s'écaille auprès du vide, nu de fait, et plus maigre d'année en année. Parfois, du silence gémit une blessure. Il faut refermer vite la boîte pleine d'air. Vos visages rôdent alors, aucun lieu omis, dissimulé. Alors, cette espèce de quête et de difficulté intérieure pourrait trouver une pression, une forme d'engagement, et bien un couteau. Pourquoi un couteau? Toute arme s'est défaite, la voix aussi. Laissons la révolte à ses souvenirs. Quelque chose va renaître et l'oppression s'amoindrir? Allons donc, arrêtez là cette querelle, laissez passer l'obéissante vie, l'obéissante vie. Pas de pierre à jeter, une malédiction prêterait à rire. On se tient dans la paume de son prochain. Pas de couteau pour faire la peau à l'insulte. La colère n'oserait traverser hors des clous. Pas de nom pour signer sa différence. On est du nombre. Le mal de soi prend fin en tournant son propre pouce vers le bas. Au nouveau, la faim n'a plus de quoi mordre. Quelle leçon pour la moindre révolte. Bouche close, abandonnez-vous à cette vérité. La colère ne nourrit plus son homme. C'est un engagement. Voilà. Enfin, il n'y a pas que ça, quand même. Il y a, il y a quand même de vrais moments de rencontre avec le monde. Avancer, si l'on veut partir. Si l'on veut avancer, partir. Quitter.
couper le fil qui retient, la laisse qui étrangle, laisser là-bas une part de soi, ne pas la récupérer, partir de travers s'il le faut. S'il le faut, trébucher, bégayer, le corps fendu, la bouche large, rejoindre ce qui s'élève devant soi, l'étendue, avoir le soleil pour fin, s'abreuver à son ombre, se quereller de nuit avec le jour, dans la forêt soudain, une immense clairière. Des particules dorées traversent la pénombre, le cœur de l'homme bat tant qu'il peut. Sous l'horizon pesant s'égrène une parole, ô contorsion et corps fragile. Mais l'homme est là qui persévère, persévérer émerveille. À mesure ces bribes, un chemin vif argent se dessine, on se tient là, on chantonne, l'horizon se relève, ces gammes sont des aurores, rouge, orange, jaune, rose, violet, bleu, terre, ocre, ciel, mauve, tout est rien. On se tient là à vivre encore. Vert feuille, c'est l'évidence, également bleu nuit, bordé d'un orange, d'avant un soleil revenu, primauté des couleurs, éblouissement des formes. J'y ajoute ce lointain son surplomb de muette matière et d'impalpable vérité. Je n'oublie pas l'irrégularité des masses naturelles, l'eau enchaînée à ses reflets, par extension la découpe des bâtiments, toute élévation et sentinelle. Et bien sûr, des êtres humains, bois des foules, cela va et vient sans idée des volumes, pas moins dans la perspective d'une vie multiple au seuil de laquelle l'horizon s'arrête et devient anonyme. Le vent, la chambre, les lames claires du parquet, la lampe, l'aube, des oiseaux, les filets électriques, de la pluie fine, du gel sur les pare-brises, l'escalier en bois, la tasse de café, un chat de passage, le jardin, les rosiers, les murs de chaque côté, l'arbre en surplomb, trois piles, leur jacassement, les radiateurs, la table et la chaise, je m'ajoute aux choses, tout frémit d'être réuni, et nul ne sait qui parle en cet instant. La main saisit parfois, l'obscur prend forme, le corps danse, sa vie de nature morte. Alors, dans ma lecture, j'ai cherché un peu une sensualité qui était très présente dans sa première période. Et ben, j'ai pas trouvé grand-chose que je vais vous livrer. Avancer, avancer jusqu'au jugement, entrer profondément dans l'aiguillon d'autrui. La horte ne risque rien, le cœur n'est pas de mise. Une protestation, c'est passer de l'objection à l'abjection. Ces lèvres fraternelles, embrassez-les, faites-les vôtres. Le don suprême est de se ressembler, finir à la pointe les uns des autres. Je ne sais pas si ces lèvres fraternelles sont tellement envie. Je survis si tu survis en moi. Ainsi la belle ronde, que chacun s'y confonde, à votre tour de poursuivre, prendre voie dans une autre, pourquoi pas corps dans la courbe de l'horizon. Et pour conclure, je vous propose deux textes, toujours tirés de Horizon, sur son travail d'écriture. C'est le métier obscur d'un au milieu du monde. Il traverse les mystères qui étouffent les vérités sous le bâillon, la prison en plein air et la liberté, si l'on veut, dans la multiplicité des gouffres. Là-dedans, autrui pénètre, du moins le temps de lire. Ce métier se pratique ce jour dans un café, ce lieu bigarré sur l'échafaud des démocraties. Le monde est une étude.
Placez le mot horizon sur une table. À chaque heure, le poème changera de visage pour aller vers autrui et ne rien trahir. Et puis un autre, c'est un métier obscur, moins qu'un devoir, plus qu'un désir. Il répète une vieille histoire et porte l'espoir malade de guérir jusqu'au vide. C'est un métier obscur. Les mots disent la raréfaction, le vide dévore ses promesses, toute chute dessine un visage, la mort allongée dans nos ombres. C'est un métier obscur. Finir ne se prononce pas. Il faut régler sa marche sur l'horizon et espérer s'y tenir au soir. La parole commence par un vagissement et s'épuise en soupir. C'est un métier obscur. Voilà, Marc Blanchet, comme je l'ai rencontré dans ma lecture. Voilà, je trouve qu'il y a une ironie qui est beaucoup d'élégance, une ironie régulièrement dans sa vie de nature morte. Euh, une forme d'humour un peu ténu, d'autodérision, et puis quelque chose d'un peu pathétique dans l'idée du fruit, suis-je gâté, oserais-je parler du fruit devenu soi? Drôle d'itinéraire, c'est avec, il dit, dans un entretien à Télérama, il dit que oui, il y a une part autobiographique évidente dans ses textes. Voilà, j'ai un peu hâte de faire sa connaissance.